Bonjour, alors nous allons maintenant étudier le premier algorithme qui est donc l'algorithme d'Euclide qui va permettre de calculer le PGCD de deux nombres entiers. Alors tout d'abord un petit rappel, le PGCD c'est le plus grand commun dénominateur et donc le PGCD de deux nombres entiers A et B, c'est quoi? C'est le nombre entier P tel que A s'écrit sous la forme P que multiplie Q, B sous la forme P que multiplie R, et j'ai Q et R qui sont premiers entre eux, c'est-à-dire qui ne possèdent aucun diviseur commun. Exemple, si je prends A égale 9, si je prends B égale 6, comment je calcule le PGCD? Eh bien, je décompose A en produit de nombres premiers, donc j'écris que c'est 3 fois 3, B, 6, c'est 3 fois 2, et donc le PGCD de A et de B, c'est quoi? C'est simplement les nombres premiers qui sont communs, le produit des nombres premiers qui sont communs à A et B. Donc dans ce cas-là, le PGCD de 9 et de 6, c'est 3. Donc cette méthode qui consiste à déterminer, en fait, à décomposer A en produit de nombres premiers et B en produit de nombres premiers et prendre les produits des nombres premiers qui sont communs à A et B, cette méthode usuelle est bien évidemment pas applicable dès que les nombres premiers deviennent très grands. Pourquoi? Eh bien parce que simplement la décomposition d'un nombre en produit de nombres premiers, eh bien c'est un problème qui peut devenir tout de suite très très compliqué lorsque A et B deviennent très grands. Donc on ne va pas utiliser cette méthode usuelle, on va utiliser une autre méthode. Donc on va utiliser en fait l'algorithme d'Euclide. Donc l'algorithme d'Euclide, Euclide l'a écrit pour résoudre un problème légèrement différent, alors qui est en fait équivalent, qui est un problème de pavage. Donc ce problème c'est quoi? Euclide se posait le problème suivant. Je suppose que j'ai un rectangle de côté A, B, donc ici je vais supposer par exemple que A est plus grand que B, et Euclide donc voulait déterminer en fait quel était le carré de côté le plus grand, donc de côté P, donc le carré le plus grand qui permet de faire un pavage exact de la surface AB. Alors, comment il a procédé? Eh bien, il a remarqué que la surface AB, en fait, je pouvais la décomposer en deux. Si je suppose, par exemple, que A est plus grand que B, il peut la décomposer, en fait, en une surface de côté, un carré, pardon, de côté B, et un rectangle de côté A moins B, B. Et il remarque que le pavage de AB, eh bien, se ramène au pavage de A-BB. C'est-à-dire que si on sait paver la surface A-BB, on sait forcément paver la surface initiale AB, tout simplement parce que B étant, si on sait paver A-BB, ça veut dire que B est un multiple de P, donc ça veut dire que je sais paver automatiquement le carré B2. Donc le problème se ramène à un pavage d'une surface plus petite et il suffit simplement de réitérer et on va réitérer, donc on va itérer, on itère jusqu'à ce que l'on obtienne en fait un carré et le carré qu'on obtient c'est justement le carré de plus grand côté qui va permettre le pavage complet de mon système. Alors en fait c'est équivalent à au problème en fait de calcul du PGCD, puisqu'évidemment P c'est dans ce cas-là le PGCD de A et de B, puisque en fait P c'est un multiple de B et un multiple de A, et c'est le plus grand multiple commun à c'est le plus grand diviseur commun à A et B. Et en fait, les propriétés que j'ai utilisées, c'est les propriétés classiques du PGCD. Donc ici, je sais que si A est plus grand que B, eh bien, le PGCD de A et B, c'est aussi le PGCD de B et de A-B. Et enfin,
lorsque j'arrive à un carré, donc à une surface carrée, j'ai le PGCD de P et de P qui est évidemment égal à P. Donc, c'est les deux propriétés qu'utilise cet algorithme d'Euclide que l'on va traduire en fait sous une forme algorithmique moderne et non plus géométrique. Donc, le principe de cet algorithme, c'est le suivant. Donc, c'est un algorithme que je vais appeler PGCD, donc qui possède en fait deux données, donc les deux nombres entiers A et B. Et cet algorithme, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tant que A est différent de B, eh bien, si A est plus grand que B, je vais remplacer A par A moins B. Au contraire, si c'est B qui est le plus grand, je vais remplacer B par B moins A. Donc là, j'ai mes deux surfaces plus petites et je réitère tant que la surface n'est pas un carré, c'est-à-dire tant que A est différent de B. Et à la fin, je sors de ma boucle avec une valeur de A qui est égale à la valeur de B. Et là, c'est évidemment la valeur du PGCD. Donc cet algorithme s'écrit de façon relativement simple. Et si j'essaie de voir la traduction en Python, eh bien, en Python, je vais utiliser donc la syntaxe de la définition de fonction. Donc je vais utiliser le mot-clé def, le nom de ma fonction que j'appelle PGCD, et je mets les arguments entre parenthèses, donc ici A et B, et je termine la ligne par deux points pour indiquer en fait que je vais définir un bloc d'instruction. Ensuite, je vais avoir ici en fait un commentaire, qui est en fait une documentation de la fonction. Donc là, c'est une habitude à prendre de documenter en fait les fonctions que l'on crée. Donc on le met simplement en mettant 3 guillemets, un texte de documentation, 3 guillemets. Et ici, je vais retrouver mon algorithme de PGCD. Donc ici, j'écris tant que A différent de B. Donc le différent, c'est dièse égal. 2 points pour indiquer le début d'un bloc. J'ai mon test pour savoir si A est plus grand que B. Donc si A est plus grand que B, donc je n'oublie pas le 2 points à la fin, je remplace A par A moins B. Sinon, avec le 2 points, je remplace B par B moins A. Et à la fin, je retourne la valeur de A. Et évidemment, si j'exécute ce programme avec comme valeur de A et B 9 et 6, eh bien, je vais évidemment retrouver que le PGCD de 9 et 6, c'est évidemment 3. Donc voilà, cet algorithme de PGCD qui est très simple. Je peux évidemment vérifier que si je prends des nombres très très grands, je peux prendre des nombres impairs, prendre au moins des nombres pairs, voilà, donc quelconque, eh bien, je peux calculer le PGCD et vous voyez que c'est quasiment immédiat. Je trouve que le PGCD des deux nombres que j'ai pris de façon aléatoire, dans ce cas-là, c'est 4. Alors nous allons voir maintenant le deuxième exemple, qui est donc le calcul de la somme d'une série. Donc ce qu'on se propose de faire, c'est de calculer la somme de la série somme de i égale à n de 1 sur i2. Et on sait mathématiquement que lorsque n tend vers l'infini, cette somme tend vers pi2 sur 6. Donc l'objectif de cet algorithme, c'est de calculer cette somme et de voir en fait la convergence de la série vers la limite pi2 sur 6, donc de calculer l'écart entre la somme de la série et sa limite mathématique. Donc pour cela, on va écrire un algorithme, et cet algorithme de calcul de somme est un des algorithmes de base en calcul scientifique pour du calcul de somme. Donc le principe c'est quoi? Le principe c'est d'utiliser une variable S qui va me permettre de faire le cumul de la somme. Et cette variable, eh bien, comment je l'utilise? Eh bien, je vais faire une boucle, d'accord? Donc, je vais donc initialiser cette somme à 0, et je vais faire une boucle en commençant à 1. Donc, pour i égale 1, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire S égale S plus 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Donc, dans S, je vais retrouver, en fait, 1. Ensuite, je vais faire i égale 2. Donc dans S, je vais faire S plus 1 sur 2 au carré, c'est-à-dire 1 quart. Donc dans S, je vais retrouver en fait 1,25, etc. Donc pour i égale 3,
je vais prendre S égale S plus 1 neuvième, 3 au carré, et dans S, je vais avoir 1,25 plus 1 neuvième. D'accord? Donc, je vais continuer le calcul de la somme de ma série. Donc, d'un point de vue algorithmique, donc je vais initialiser la somme à 0. Donc, chaque fois que j'ai à calculer une somme, la première chose, c'est que je vais initialiser la variable qui va contenir la somme, et à chaque itération de ma boucle, donc la boucle, je vais avoir un indice qui varie du début de l'indice de somme à la fin de l'indice de somme, et je vais cumuler cette somme en écrivant que la S, c'est S plus, en fait, le terme courant de la somme, c'est-à-dire dans ce cas-là, 1 plus I2. Alors, je remarque aussi que j'utilise spécifiquement la notation 1 point pour indiquer qu'ici, le calcul se fait avec des nombres réels. Si j'écrivais sous la forme 1 divisé par I2, eh bien 1 divisé par I2, en général, ça correspond à, en informatique, une division entière. Et ça, évidemment, 1 divisé par I2, c'est égal à 0 dès que I est plus grand que 1. Donc cet algorithme très simple, donc, qui consiste à faire une boucle pour calculer la somme. Ayant calculé la somme, je vais calculer en fait l'écart par rapport à la limite, donc en faisant la somme moins pi2 sur 6, et les valeurs que je retourne, donc ça c'est le résultat. Je vais retourner en fait un couple de valeurs qui sont la somme et l'erreur, et ici je vais avoir comme unique donnée dans mon algorithme en fait la valeur de n. Donc si je fais ça, donc je peux regarder le programme Python associé. Donc ce programme Python, c'est une fonction. Donc je retrouve le mot-clé def. Je donne un nom, donc somme, à mon algorithme, à ma fonction. J'ai ici l'argument qui est petit n. Et je retrouve en fait le 2 points qui indique le début d'un bloc de définition sous Python. Donc ici, ce sont les commentaires, donc la ligne de commentaires qui correspond en fait à la documentation sur la fonction. Donc ça, c'est une habitude à prendre de documenter les fonctions que l'on écrit. Et ensuite, j'ai la liste des instructions. Donc ici, j'initialise la somme. Et ici, j'ai ma boucle itérative. Et cette boucle itérative, je veux la faire de 1 à n inclus. Donc, sous Python, je vais utiliser la fonction range en spécifiant ici le début et en spécifiant la fin. Donc, si je veux aller jusqu'à n inclus, la fin, c'est la dernière valeur qui est excluse. Donc ici, il faut que je prenne range de 1 à n plus 1 pour avoir toutes les valeurs de 1 à n inclus. Et j'écris S égale S plus 1 divisé par I2. Une fois que je sors de la boucle, je calcule l'écart. Et ici, eh bien, j'ai les valeurs correspondant au résultat. Donc c'est un couple de valeurs qui me donne le résultat. Voilà, donc je vais voir comment on l'utilise. Donc ici, j'initialise la valeur de n à 100 et j'appelle ma fonction somme avec cette valeur de n. Donc ici, n, dans ce cas-là, va être remplacé par sa valeur, c'est-à-dire 100. Et ensuite, j'affiche la valeur de s et la valeur de l'erreur associée, donc qui sont retournés par ma fonction. Alors, je peux aussi directement appeler la fonction somme avec une valeur entière. Donc ici, j'appelle par exemple la fonction somme avec la valeur 1000 et la valeur 10 000, ce qui me permet de voir comment cette suite converge. Donc si j'exécute ce programme Python, eh bien qu'est-ce que je vais trouver? Pour n égale 100, je vais trouver donc la valeur qui est indiquée ici, qui correspond en fait à la valeur à la limite de la suite avec une erreur qui correspond à 1%, donc moins 0,09. Si j'augmente le nombre de termes de la série, si je prends 1000, eh bien j'ai une erreur qui devient de l'ordre de 1 pour 1000. Et si je prends 10 000 termes dans ma somme, eh bien je vois que l'erreur diminue encore, et j'ai une erreur qui est de l'ordre de 10,4. Donc voilà
pour cet exemple.